Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et bonjour à toutes et à tous, on est sur Sud Radio ensemble jusqu'à 13h pour Poulain sans réserve. Aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de la réforme de la fonction publique avec notre invité Christian Grolier, secrétaire général de FGF-FO. Et puis on parlera de cette loi SREN, vous savez, pour la sécurisation pour les réseaux sociaux avec ce délit d'outrage en ligne. Avec Loïc Hervé, sénateur UDI de Haute-Savoie, qui défend cette loi. C'est en deuxième partie d'émission. Alors, si vous souhaitez réagir, le standard c'est au 0826 300 300. Vous êtes sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 13h. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Depuis que j'écoute Sud Radio, avec Elisabeth Lévy, Jean-Jacques Bourdin, sans oublier Patrick Crochet et André Berkoff, on est certain d'entendre parler vrai dans la matinale de Sud Radio, figurez-vous. Sud Radio, parlons vrai. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité aujourd'hui est Christian Grolier, secrétaire général de FGF-FO. Bonjour. Bonjour. Alors, les annonces du ministre de la fonction publique, Stanislas Guerini, cette semaine ont provoqué la stupeur, la stupéfaction, l'inquiétude, le questionnement aussi. Il veut lever un tabou, l'emploi à vie des fonctionnaires. Est-ce que c'est un tabou d'abord, puisqu'il s'agit du statut de la fonction publique? Et pourquoi ce ministre de la fonction publique est en guerre finalement contre la fonction publique? Qu'est-ce qui se passe? Alors, deux questions, on va dire, mais je vais essayer de faire deux réponses rapides. Ce n'est pas un tabou. Le licenciement dans la fonction publique existe déjà. Là, on a le sentiment d'un seul coup que les fonctionnaires seraient intouchables et qu'il n'y en a pas. Donc, il y a des licenciements pour faute professionnelle. D'ailleurs, ce n'est pas ça qu'évoque le ministre. Il évoque le licenciement pour insuffisance professionnelle, c'est-à-dire comme des agents qui ont passé un concours, mais qui finalement ne sont pas adaptés au poste. Et pourquoi il y a peu de licenciements pour insuffisance professionnelle? Parce que le manager, le chef de service, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie soit de renforcer la formation, soit de le détacher dans un autre corps, où il sera plus à l'aise et plus en adéquation, j'allais dire, avec ses capacités. Et c'est pour ça qu'il y a peu, au final, de licenciements pour l'insuffisance professionnelle. Et après, pourquoi il est allé sortir ça? Alors là, je veux dire, est-ce que c'est le printemps? Est-ce que c'est parce que ça bourgeonne partout qu'il a une idée géniale? Les européennes, surtout. Est-ce que ce sont les élections européennes? Mais je ne sais pas ce que ça peut lui rapporter. Il y a quand même 5,7 millions d'agents publics, plus leur famille, donc ça fait quand même quelques millions d'électeurs. Je ne suis pas certain que ce soit très favorable au gouvernement, ce genre de proposition. Mais il y a bien une volonté politique derrière de faire cette annonce-là. Est-ce que c'est aussi parce qu'il faut faire des économies partout et que l'idée c'est aussi de se délester d'un certain nombre de fonctionnaires d'ici 2027 ? Alors, il faut faire des économies partout. C'est vrai qu'on parle plus des économies que des recettes qu'on pourrait améliorer, ceci étant. Après, vous savez, en 2019, toujours sur le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, le gouvernement a créé ce qu'on appelle la loi de transformation de la fonction publique. Et cette loi, qu'est-ce qu'elle dit? Ne recrutons plus des fonctionnaires quand il faut les remplacer, recrutons des contractuels. Donc, quelque part, c'est un faux problème. Ça veut dire qu'en plus de recruter des agents qui sont sous contrat de 3 ou 6 ans maximum, ça suffit pas, il vous faudrait virer des fonctionnaires. Ce qui est catastrophique pour nous, c'est que ça sous-entend dans l'opinion publique que les fonctionnaires ne font rien. D'un seul coup, on en aurait des milliers comme ça, partout, qui ne font rien, dont les chefs de service ne s'occupent pas, puisqu'apparemment ils n'introduisent pas de procédure ou ils ne font rien pour que ça s'améliore. Voilà, donc nous, on trouve que c'est vraiment très exagéré. Ce sont les mêmes ministres, etc., gouvernements qui nous ont dit que les policiers étaient fantastiques pendant les attentats, les soignants fantastiques pendant la Covid, et encore récemment, les personnels techniques sur les crises climatiques. Donc soit on veut répondre à des impératifs européens de réduction de la dépense publique, et il faut être courageux, il faut le dire, soit on veut avoir une bonne note avec les agences de notation, et qu'on n'aille pas faire croire que les fonctionnaires ne travaillent pas. Donc, comme je dis au ministre, qu'il aille dans un hôpital, qu'il passe une journée dans un véhicule de police et il verra si les fonctionnaires ne travaillent pas. Oui, ce serait un bon stage à faire pour savoir les de quoi ministres, on parle, c'est important. Voir de quoi on parle et ce qu'il en est sur le terrain. C'est aussi les mêmes qui ont fait appel à des cabinets de conseil pour des centaines de millions d'euros. Cabinets de conseil qui faisaient le travail finalement de ce qu'aurait pu faire la haute administration en réalité. Donc pourquoi vouloir systématiquement attaquer? Enfin, c'est un peu pour accuser son chien, pour tuer son chien, on l'accuse de la rage. L'idée, c'est de faire croire ce que vous dites, qu'il y a trop de fonctionnaires en France, que ça coûte trop cher, qu'ils sont surprotégés par le statut de la fonction publique. C'est divisé en fait, l'idée, les Français, entre la fonction publique et puis le monde du privé. C'est un peu ça, je pense, qui est le curseur. Oui, tout à fait. Effectivement, quand on met le focus sur les fonctionnaires, on donne le sentiment qu'ils sont privilégiés. Et donc, effectivement, du coup, les salariés du privé se disent il y en a trop,
boulot chaque fois que je vais dans un service public. De toute façon, il n'y a pas assez de personnes au guichet, etc. Mais tout ça, c'est une politique qui a été voulue. Ça, des années qu'on réduit les effectifs, même si de manière mécanique, on est bien obligé d'embaucher des contractuels après pour faire les missions. Et vous dire pourquoi aujourd'hui ça sort du chapeau, c'est extrêmement compliqué de comprendre ce qui se passe. Parce que quand même, en début de semaine, le matin, le ministre Guérini reçoit toutes les organisations syndicales en disant « j'ai un projet de loi pour donner de l'attractivité à la fonction publique ». Et quelques heures après, sans nous en parler pendant la réunion, il dit « je veux plus de licenciements ». Alors, je ne sais pas s'il n'a pas un peu de schizophrénie. Oui, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il dit qu'il y a plus de formation aussi, revalorisation aussi salariale, plus de mobilité aussi. Il veut faire. Il y a des bonnes choses quand même dans ce projet de réforme, où tout est à mettre du côté de l'idéologie politique, ou est-ce qu'il y a quand même des choses qui font entrer la fonction publique dans quelque chose de plus positif? Alors, d'abord, quand il dit « je vais mieux les payer », il ne faut pas qu'il oublie qu'il nous a dit que c'était une année blanche pour 2024. Encore une, c'est pas de plus. Et qu'en plus, le ministre de l'économie et M. Cazenave également ont dit que l'année prochaine, c'était pas 10 milliards de réduction, c'était 20 milliards. Donc, je pense que M. Guérini n'aura pas beaucoup d'argent l'année prochaine non plus. Donc, ce projet de loi ne va pas améliorer la rémunération des fonctionnaires. Je rappelle qu'on est classé en 3 catégories, A, B, C. A pour les cadres et C pour la plus basse, pour les employés. La catégorie C et B démarre au SMIC. Et la catégorie A, où on a des recrutements à bac plus 6, bac plus 7, démarre 10% au-dessus du SMIC. Donc l'attractivité de l'emploi public, c'est d'abord de mieux payer les fonctionnaires. Mais comme il n'a pas d'argent, l'arbre qui cache la forêt, c'est l'annonce de la rémunération au mérite. En disant certains seraient plus méritants que d'autres. D'abord, il faut savoir sur quelle base on va se poser. Si je prends un camarade de la fonction publique territoriale, qui était boueur, c'est quoi? C'est celui qui va mettre le plus de poubelles dans le camion qui va être mieux payé que l'autre. Enfin, c'est complètement débile. Si on va à l'hôpital, enfin, on va marcher sur la tête. Est-ce qu'on va compter les piqûres? Est-ce qu'on va compter Vous voyez, ça n'a aucun sens. La priorité, effectivement, c'est redonner de l'attractivité par l'amélioration des salaires, ce qui sous-entend aussi de meilleures retraites au final. Après, qu'on doive améliorer les conditions de travail, qu'on puisse aussi améliorer le management, la formation professionnelle, la mobilité. Bien sûr qu'on peut le faire, tout ça. Il y a déjà beaucoup d'outils pour le faire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de budget pour le faire. Vous savez, quand on dit rémunération au mérite, je vous prends un exemple très concret. Vous avez 10 agents. Et vous savez que le taux moyen de la prime, c'est 1 000 € par agent. Donc, quand vous êtes chef de service, vous recevez 10 000 € de fait. Et admettons qu'ils fassent tous bien leur travail. Mais il y en a un qui s'est plus investi cette année-là. Mais si vous voulez lui donner 1 200, il faut enlever aux autres. Vous n'avez pas la marge de manœuvre financière pour donner un petit peu plus quand vous avez une équipe qui fait correctement son boulot. Donc, les outils existent, il n'y a pas le budget pour le faire. Et donc, évidemment, on fait croire que si c'était au mérite, on serait mieux payé pour quelques-uns au détriment des autres. Il y a aussi la haute fonction publique, où là, il y a eu des budgets qui ont été débloqués pour les ambassadeurs, enfin, où il y a eu une harmonisation, en fait, de certains hauts fonctionnaires pour leur pays. Oui, ça a été à la suite de la suppression de l'ENA et de ce qu'on appelait les énarques, entre guillemets. On a créé ce corps d'administrateurs de l'État, où on met tout le monde dedans. Certes, il y a eu une revalorisation de leur rémunération, ce qui est après tout à fait légitime. Mais on oublie quand même tous les autres. C'est ça. Voilà, je rappelle que dans la fonction publique, sur les 5,7 millions d'agents, il y a 3,8 millions de fonctionnaires, et que la moitié de ces 3,8 millions sont en catégorie C, et moins bien payés. Mais la philosophie de regrouper tous les hauts fonctionnaires dans un corps, c'est une philosophie politique. Et ça veut dire que demain, ce que souhaite ce président de la République, c'est une fonction publique de haut niveau qui soit en fait à la botte du gouvernement, c'est-à-dire à l'américaine. Comme quand on dit l'administration de Trump sort et l'administration Biden rentre, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que les hauts fonctionnaires soit à la botte du pouvoir. Mais sauf on appelle le spoil system. Le spoil system, c'est qu'aux États-Unis, quand vous êtes élu, toute l'ancienne administration démissionne et c'est une nouvelle administration. En France, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire, si on a un opposant d'Emmanuel Macron qui va gagner en 2027, il récupérera tous les hauts fonctionnaires placés par Emmanuel Macron en réalité. Et ça pour la suite de leur carrière. Oui, pour l'instant, ceux qui sautent sont les ministres et secrétaires d'État. C'est ça. Bon, pour certains, on me dira, on les regrettera pas. Mais effectivement, on n'en est pas encore là. Mais c'est quand même la philosophie qui a guidé cette espèce de fusion de tous les hauts fonctionnaires. Alors heureusement, on a une chance inouïe, c'est qu'on a le statut général des fonctionnaires, qui n'est pas la garantie de l'emploi, comme on le dit, mais la garantie de la carrière, ce qui est bien différent. Et surtout qui permet aujourd'hui, au-delà de ça, d'être recruté par concours. Et quand on est recruté par concours, on a de la neutralité.
Quand on est contractuel, on est recruté par cooption, copinage, etc. Et c'est pas la même manière de résister à la pression hiérarchique. Donc ce serait une fonction publique dépendante d'un pouvoir politique, en fait, un changement de paradigme. En tout cas, sur la première partie, sur la haute fonction publique, oui, ça pourrait être le cas. Aujourd'hui, quelle est l'administration qui emploie le plus de fonctionnaires ? Alors là, c'est sans ambiguïté, hein, c'est l'éducation nationale. Oui, d'accord. Et après, c'est assez équilibré entre l'État, où on est à peu près 2,4 millions, et la territoriale, puisqu'il y a eu beaucoup d'actes de décentralisation, où on est quasiment 2 millions, et à la fonction publique hospitalière, 1,2 million. Et on mélange bien sûr fonctionnaires et contractuels. Mais alors, ce que vous disiez tout à l'heure sur l'attractivité, et en même temps de dire que y a plus d'emploi à vie, etc. Enfin, c'est un cercle vicieux. Comment faire aujourd'hui, parce qu'on entend partout qu'on manque en réalité de soignants, qu'on manque de professeurs. Hein, on n'arrive pas à recruter les professeurs. La police aussi a baissé les concours pour être sûr de pouvoir faire entrer du monde. Qu'est-ce qui se profile pour la fonction publique si on continue avec cette idéologie-là ? Si on continue avec cette idéologie, ce qui va se profiler, ça va être la privatisation de certaines missions de services publics, y compris parce que ça fera des économies d'effectifs, et on renverra vers le privé, évidemment, certaines missions, lesquelles on ne le sait pas aujourd'hui. Après, ce qu'il faut que les usagers comprennent, et les citoyens au sens large, c'est que le service public, aujourd'hui, il est principalement financé par l'impôt, et que si demain, ce n'était pas la solidarité nationale qui finance le service public, mais qu'on devait, pour mettre ses enfants à l'école, payer l'école, payer la sécurité, ça coûterait beaucoup plus cher. Bien sûr. Et en particulier à une grande partie de la population. Nous, ce qu'on dit depuis des années, on avait cru l'obtenir à l'époque du gouvernement de François Hollande. Bon, ça n'a pas été le cas. Mais on avait réussi à mettre en place une instance qui s'appelait le Conseil national des services publics, qui n'a jamais été abrogé, mais qui n'est plus convoqué. Et cette instance, elle réunissait tous les employeurs, les organisations représentatives, et on discutait sur le long terme. Quelles pourraient être les futures missions de service public demain ? Comment on les organise entre les différents employeurs ? Est-ce qu'il y en a quelques-unes qu'il faut mettre en délégation ? Et ça permettait un débat de fond qui était un petit peu comme ça déconnecté de la pression budgétaire. Oui. Malheureusement, plus personne ne veut parler de ça. Et c'est bien dommage, parce que si on n'essaie pas d'abord de faire le bilan des réformes, vous savez, vous avez des services déconcentrés de l'État, par exemple, ils sont en réforme permanente depuis 2010. Il y a des agents, ils ne savent même plus quel est l'intitulé de la direction dans laquelle ils travaillent. On change les noms, on regroupe, un coup on a le logement, un coup la mer, un coup on rend... On a fusionné les régions. Pareil, on a des entités qui ont changé. Et on ne fait jamais le bilan de ces réformes. Ni par rapport, bien sûr, à l'agent qui travaille, ni par rapport au service rendu à l'usager. Donc, faisons un bilan de toutes les réformes, posons-nous un petit peu, réactivons le Conseil national des services publics et faisons une autre loi qui soit à la fois porteuse pour les agents qui sont en exercice aujourd'hui et pour ceux qui rentreront demain. Mais justement, est-ce que vous avez des contacts avec Stanislas Guerini ou avec le gouvernement ? Alors, jusqu'à cette semaine, oui. Un peu moins. Bon, je pense qu'en plus, le passage dans tous les médias ne doit pas arranger nos relations, mais ça, c'est pas bien grave. C'est de bonne guerre. Nous sommes la première organisation de la fonction publique de l'État, donc il sera bien obligé de revenir vers nous. Mais là, on a un vrai sujet. Nous, on a le sentiment que Guerini ne maîtrise plus rien. Quand vous avez Bruno Le Maire qui fait des annonces de réduction de la dépense à tour de bras, en plus apparemment qui s'est planté dans ses perspectives de croissance, finalement Guerini, on lui dit fais une réforme mais t'as pas 1 euro. Voilà, donc je comprends qu'ils soient en difficulté. Après, à rajouter à ça de la provocation avec l'histoire des licenciements, moi c'est quelques années que je suis en charge de ma fédération, c'est le Premier ministre que je vois souhaiter plus de licenciements de ses propres fonctionnaires. Voilà, j'avais jamais vu ça. C'est étonnant. C'est vrai que ce gouvernement nous aura pratiquement tout fait voir. Récemment, la taxe sur l'assurance chômage, ce matin encore, le logement social. Bon. Il faut faire des économies, hein, donc on sent l'austérité arriver. Plutôt que d'aller chercher des recettes où il y en a. Arriver partout. Est-ce que vous allez profiter des Jeux Olympiques d'une certaine façon pour faire avancer vos revendications avec la menace de grève ? Alors nous avons déposé le préavis de grève depuis le 19 mars, qui était la journée de grève fonction publique, jusqu'au 8 septembre. Donc qui couvre les JO. La période couvre la totalité des Jeux Olympiques. Comme on le dit souvent, notre objectif, c'est pas de dire il faut faire échouer les JO. Bien sûr que non, c'est pas le sujet. Maintenant, on a un moyen de pression qu'on a une fois tous les 100 ans. On a un moyen de pression qu'on n'a jamais. Donc, si on n'arrive pas à persuader le Premier ministre, qu'on rencontrera à la fin du mois, qu'il faut arrêter ce projet de loi, se mettre autour de la table et essayer de discuter sereinement. Parce qu'il ne faut pas oublier que le ministre Guerini, quand il annonce son projet de loi en début de semaine, il nous dit que son inspiration, c'est une consultation directe qui a été faite auprès des agents. Il y a eu à peu près 100 000 réponses sur 5,7 millions. C'est pas énorme. Et
inspiré aussi par des think tanks, des collectifs de services publics. Il oublie quand même que les représentants des services, ce sont les organisations syndicales représentatives. Oui. Donc ça veut dire aussi, dans la démarche, qu'il y a une volonté qui est moins de dialogue social et pas de négociation. Mais après, évidemment qu'il ne peut pas négocier, puisqu'il n'a rien à négocier. Donc, bloquons ce projet, partons sur une autre dynamique, et je suis certain qu'on peut améliorer l'efficacité du service public. Oui, et pas de trêve pour les JO, ça c'est sûr. Et si on n'est pas entendu, il n'y aura pas de trêve pour les JO. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais les sénateurs aussi attaquent le droit de grève. L'idée de ne pas avoir le droit de faire grève pendant certaines périodes. Enfin, on sent que de tous les côtés, l'attaque au droit de grève et au droit syndical est partout. Ça fait quand même plusieurs années que le droit de grève se restreint, ou en tout cas se complexifie. À une époque, les enseignants n'avaient pas besoin de se déclarer 48 heures à l'avance. Alors les transports, c'est encore pire. Et petit à petit, ça se durcit. Et quand on durcit le droit de grève, d'abord c'est un droit constitutionnel, on durcit aussi globalement les libertés individuelles et collectives de chacun. Oui, absolument. Merci beaucoup Christian Grolier d'avoir répondu à nos questions sur Sud Radio. Vous êtes secrétaire général de FGF FO et on va suivre bien sûr les discussions que vous aurez dans les semaines qui viennent avec le gouvernement. Merci à vous. On se retrouve dans un instant. Notre invité en deuxième partie sera le sénateur UDI de Haute-Savoie, Loïc Hervé, pour parler de délit d'outrage en ligne. Si vous souhaitez réagir ou poser vos questions, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Alors pour l'édito, je voulais revenir sur, vous savez, la façon qu'ont parfois certains politiques, dont le métier est de beaucoup parler, de faire des discours, de faire des lapsus. Alors on était habitué à Stéphane Séjourné, qui lui souffre d'une condition qui est la dyslexie, mais qui quand même a fait réagir à l'époque où on avait d'abord entendu davantage la parole de celui qui est maintenant le ministre des Affaires étrangères. On écoute quelques-unes de ces perles ou coquilles. Aujourd'hui, la défense des principes fondamentaux. C'est pas moi qui décidera personnellement. Ce sera l'occasion, y compris pour nous, de voir ce qu'ont besoin aujourd'hui les Ukrainiens. Voilà, donc bon, on peut excuser dans le bien sûr le stress qu'est la fonction de dire toutes ces choses-là. Et puis on a une candidate aussi pour les élections européennes qui s'appelle Valérie Hayé, qui hier nous a aussi gratifié d'un magnifique lapsus. On l'écoute. Il y a eu de la cacophonie au début, il faut le dire. Eh oui, de la cacophonie, c'est sûr, c'est un terme en même temps qui résume bien ce qu'a été le début et ce qu'est une cacophonie. En réalité, on avait aussi une autre ministre d'Emmanuel Macron, Sarah El Haïry, qui avait du mal aussi avec une expression, c'était à l'Assemblée nationale. Ne jetez pas l'eau propre sur l'ensemble des professionnels. Madame la députée, ne jetez pas l'eau propre sur les assistants familiaux, sur les éducateurs spécialisés, sur les départements, Madame la députée. Eh oui, Madame la députée, ne jetez pas l'eau propre. Alors on peut aussi là excuser la ministre parce que l'eau propre, la baignade dans la Seine, les Jeux Olympiques, les épreuves, est-ce qu'il y aura suffisamment de cacophonie ou pas, de particules fécales malheureusement dans la Seine? On ne sait pas, donc on peut comprendre ça aussi. Mais attention, ce serait trop facile d'accuser la majorité ou bien le parti d'Emmanuel Macron d'être ceux qui font le plus de lapsus. En réalité, c'est quelque chose qui existe depuis toujours en politique et il y a quelques lapsus historiques, si vous ne les connaissez pas, que nous allons écouter. D'abord, c'est Rachida Dati qui est ministre de la Culture actuellement, mais elle n'était pas ministre à l'époque, ou peut-être si, ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy. On l'écoute. Moi, quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 20-25% avec une inflation quasi nulle, et en particulier en période de crise, ça veut dire qu'on casse des entreprises. Et voilà, c'était déjà le drame de de l'inflation évidemment. François Fillon, lui, qui parlait déjà de gaz et d'énergie, lui, il avait trouvé une nouvelle énergie extraordinaire. D'ailleurs, on aurait dû creuser le Fillon, peut-être. On l'écoute. Il est légitime que nos concitoyens soient inquiets s'agissant des autorisations qui ont été données en matière d'exploration et d'exploitation de gisements de gaz de schiste. Le gaz de schiste. Ben voilà, il suffirait peut-être de creuser de ce côté-là plutôt que de faire du Plasnet XXL, trouver une nouvelle source d'énergie. Et puis on reste un peu avec ces deux-là dans le cadre de Rachida Dati, Brice Hortefeux qui travaillait aussi à l'intérieur, qui parlait aussi d'une nouvelle façon de vérifier l'identité d'un citoyen ou d'une citoyenne française. Les fichiers, il y en a 2 qui sont des fichiers majeurs, il y en a d'autres, mais c'est le fichier des empreintes génitales et le fichier des empreintes génétiques. Et voilà, génétique et génitale, c'est vrai que l'empreinte génitale, on n'a pas essayé, mais ça fait partie de l'innovation, ça tourne tout le temps dans la tête des politiques. Et puis, il y avait Claude Guéant, lui, ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, qui avait inventé une nouvelle façon d'écrire la loi électorale en l'occurrence.
Le code électoral dit clairement que tout électeur ou parti peut avoir communication de la liste électorale. Et voilà, le code électoral. Donc on peut dire bravo à nos politiques de savoir de temps en temps faire des lapsus, au-delà de la Ligue Sexy bien entendu. C'est trop facile, vous allez me dire, de se moquer, mais c'est vrai qu'ils parlent beaucoup et c'est vrai que les lapsus à chaque fois sont remarquables et en ce moment il y en a eu pas mal. Donc je voulais m'arrêter et revenir là-dessus. On va parler... Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Loïc Hervé, bonjour, vous êtes sénateur UDI de Haute-Savoie. Vous êtes avec nous pour parler de cette loi sur la sécurisation de l'espace numérique et particulièrement du délit d'outrage en ligne. Vous êtes avec nous depuis la Haute-Savoie. Bonjour. Bonjour. Alors, dans la version finale, l'article souhaité par le Sénat sur le délit d'outrage en ligne passible d'une amende forfaitaire délictuelle de 300 € a été donc remis dans le texte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il en retourne ? D'abord, les principes de ce texte de loi. Ce que nous avons écrit au Sénat, nous l'avons écrit il y a maintenant près d'1 an, et consiste à faire en sorte que nous puissions, sur un plan pénal, permettre de condamner ce qui est interdit dans l'espace public et de fait donne lieu à des poursuites, qu'on puisse le faire également sur l'espace qui est Internet, et en particulier les réseaux sociaux. Je précise que l'amendement que j'ai écrit, qui a été voté au Sénat, qui a été repris par la commission mixte paritaire, qui a été adopté par l'Assemblée nationale définitivement et par le Sénat définitivement, c'est un amendement qui a été combattu par le gouvernement et qui a pour objectif de lutter contre quelque chose, et je pense que vos auditeurs y sont sensibles, qui est notamment la question du harcèlement en ligne et la question des insultes. En fait, il s'agit absolument pas de pénaliser la liberté d'expression. Je crois que toutes mes positions politiques ces dernières années en peuvent en témoigner. Il s'agit justement de permettre de prévenir et de lutter contre la haine en ligne, qui est un véritable fléau et qui a des victimes par dizaines de milliers chaque jour. C'est terrible. Et en fait, voilà, je suis un peu surpris par la polémique parce qu'en fait, elle n'est jamais arrivée. Elle n'est pas du tout arrivée au moment du débat parlementaire. Elle est arrivée après la commission mixte paritaire, et je suis totalement serein sur la rédaction et sur la rédaction, parce que dans laquelle nous avons écrit ça. Justement, la rédaction, l'idée c'est que est puni d'amende ou d'1 an d'emprisonnement le fait de diffuser en ligne tout contenu qui soit porte atteinte à la dignité d'une personne ou présente à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Il y a certaines associations de défense des libertés numériques, notamment la Quadrature du Net, qui pense que c'est un délit flou qui va à l'encontre finalement de la loi de 1881. Alors, il faut dire les choses de manière très précise. La rédaction qui a été choisie, c'est la transposition au mot près de l'outrage sexiste et sexuel. Qui existe déjà. D'accord. Et donc, il n'y a pas de difficulté. Il faut bien vous dire que cet outrage en ligne, qui est un nouveau délit, il est assorti d'une amende forfaitaire délictuelle. Il faut bien voir le dispositif dans ces deux dimensions. Le délit lui-même qui permet d'intervenir et notamment de condamner ce qui se passe en ligne et de manière spécifique, et l'amende forfaitaire délictuelle qui va permettre à des officiers de police judiciaire de venir délivrer des amendes spécifiques sur ces infractions qui sont des infractions extrêmement répandues et extrêmement graves. Ça touche des personnalités publiques, mais ça touche aussi des personnes privées, et ça touche énormément de Français qui se plaignent. Moi, je suis parlementaire. Je suis là pour essayer de trouver des solutions à des réalités, à des difficultés rencontrées par nos compatriotes. Et celle-ci, je peux vous assurer que je suis saisi très régulièrement de ces difficultés, notamment par des parents. Mais justement, cette loi, donc vous dites, vous discutez depuis plus d'1 an. En mai 2023, la défenseure des droits jugeait que cette amende forfaitaire délictuelle était un risque d'arbitraire avec des erreurs de qualification des faits possibles. Alors, vous parlez d'une période, elle parle, je pense, des autres amendes forfaitaires délictuelles, parce que en 2023, la question dont on parle aujourd'hui n'était même pas encore en discussion. Très bien. Donc, il y a aujourd'hui, en gros, une quarantaine ou une cinquantaine de délits pour lesquels il y a des amendes forfaitaires délictuelles. Le ministre de l'Intérieur voulait qu'on aille à 3 ou 4 000 infractions différentes puni par amende forfaitaire délictuelle. Donc c'est beaucoup moins aujourd'hui dans le droit. Et pardon de
de diverger avec Madame la défenseur des droits, d'ailleurs que la commission des lois du Sénat a auditionné cette semaine, eh bien, il n'y a pas de possibilité d'arbitraire, puisque l'amende forfaitaire délictuelle suppose la reconnaissance de l'infraction par l'auteur. C'est-à-dire que si vous êtes vous-même l'objet d'une contravention, l'officier de police judiciaire va devoir recueillir votre reconnaissance de l'infraction pour pouvoir délivrer cette amende forfaitaire délictuelle. Et si ça n'est pas le cas, eh bien, il y aura une judiciarisation classique avec l'intervention du juge pénal, du parquet, etc. Donc, en fait, toutes les garanties sont là. Je dirais même qu'on a plus de garanties. Par contre, ce qu'on va avoir de plus, c'est la réactivité. Aujourd'hui, il faut plusieurs mois, voire plusieurs années pour obtenir une condamnation et le retrait de contenu. Là, on va pouvoir être sur une réactivité beaucoup plus rapide. Et encore une fois, la garantie des droits. Je suis un sénateur de centre droit, très engagé sur les libertés publiques, et j'ai siégé pendant 9 ans à la CNIL. C'est pas moi qui ai inventé un système complètement délirant et attentatoire aux libertés publiques. Ça n'est pas possible que je fasse ça. Et vous étiez d'ailleurs, il faut le rappeler, qui interviennent réellement. Ouais, et vous étiez contre le pass vaccinal à l'époque, hein, contre l'idée de ce pass vaccinal. Absolument. Oui. Je continue à être un grand défenseur des libertés publiques. Parce que, par contre, je pense que les libertés publiques sont atteintes par cette massification de la haine en ligne et le fait qu'en fait, sur Internet et sur les réseaux, on a un espace de non-droit. Aujourd'hui, là, en fait, on parle de liberté d'expression, mais en fait, c'est une liberté de calomnie permanente. Il n'y a pas d'intervention. Alors, évidemment, il y a les régulations des plateformes avec les conditions générales qui sont qui existent. Un certain nombre de contenus sont retirés par les différentes plateformes, mais là, on ne parle pas de ça. On parle du champ pénal et de la possibilité de sanctionner une infraction délictuelle, un délit, de manière extrêmement rapide et de manière raisonnable sur un plan de la peine, puisque c'est quelques centaines d'euros. Autre question importante, la question des propos tenus dans le cadre privé, dans le cadre de messagerie privée. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que là, on rentre pas dans un déni des droits fondamentaux? Non, ça n'est pas le cas. Et pourquoi? Parce que les messageries privées, on est censé tenir le champ des messageries privées. J'ai lu ça, je l'ai d'ailleurs dit dans mon intervention au Sénat au moment de l'adoption des conclusions de la commission mixte paritaire. À aucun moment nous avons envisagé d'aller sur le champ des messageries privées. Donc là, vous êtes sûr, jamais on pourrait attaquer. Je suis sûr que ça ne concerne pas le champ de la message des correspondances privées et donc des messageries privées. Donc là, WhatsApp, Messenger, Telegram, Signal, etc. Pour vos auditeurs, pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Oui, absolument. On a un auditeur en ligne avec nous, Philippe de Libourne, en Gironde. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour à votre invité. Alors, moi, j'aurais... Ce monsieur-là, ce sénateur, je crois, du coup, je voudrais lui poser la question suivante parce que je pense qu'il connaît pas du tout, il connaît mal le sujet et malheureusement. Je pense qu'il connaît bien le sujet, mais oui. Non, c'est ce qui caractérise ce gouvernement et ses alliés, c'est qu'ils parlent pour ne rien dire et ils font des choses qu'ils ne connaissent pas. Alors je vais te prendre un exemple tout concret, c'est-à-dire cette loi, elle va vraiment mettre en danger les diffuseurs d'alerte et pour la simple raison que par exemple quand quelqu'un se fait molester à droite, à gauche, alors on va prendre l'exemple dans un lycée ou je ne sais où. En fait, souvent, tout est mis sous le chapeau, pas de vagues et tout. Et du coup, les affaires, elles sortent que parce qu'il y a des gens qui tournent des vidéos. Alors souvent, c'est les auteurs eux-mêmes. Alors ça, bon, on voit qu'ils sont tellement imbéciles qu'ils le font eux-mêmes. Mais beaucoup de fois, c'est des gens qui filment autour et qui trouvent ça qui trouvent ça pas normal et qui les mettent sur les réseaux. Alors bien sûr, ceux-là, ils vont se faire toquer par la loi, puisqu'ils vont avoir diffusé une vidéo dégradante, et donc du coup, on va pouvoir mettre... c'est normal, non, que s'ils diffusent une vidéo dégradante, ils soient condamnés pour ça. Oui, non, mais ils diffusent des vidéos dégradantes pour alerter, en fait. Parce que sinon, si on diffuse pas de vidéos sur les réseaux sociaux, ce gouvernement et ses alliés, là, ça leur met leur plus forte qualité, c'est de tout mettre sous le chapeau et de rien dire. Il se passe rien, tout va bien. C'est des incentivements de sécurité, des
des sentiments de tout. Okay. Donc, alors attendez, je voudrais juste finir un truc. Ça, c'est juste un petit exemple. Mais ce monsieur, en fait, bon, il fait cette loi. Alors, bien sûr, il m'a pas convaincu du tout que c'est juste sur le harcèlement ou des délits sexuels, parce que tout le terme est tellement générique que tout va être mis dans cette loi. Alors, ce monsieur, il est déjà dangereux avec sa majorité, mais malheureusement pour nous, il y a des gens beaucoup plus dangereux qui peuvent arriver au pouvoir et qui pourront se servir de cette loi à profusion. Je parle sûrement de l'extrême gauche et des juges, la cohorte de juges du syndicat de la magistrature qui ne ratera aucune occasion pour faire taire les opposants grâce à des lois comme ceci. Donc ce monsieur va rester peut-être dans l'histoire et malheureusement son nom restera collé honteusement à cette loi. Alors cette loi, elle n'est pas encore promulguée et on va en parler dans un instant. On va se retrouver et Loïc Hervé, le sénateur, va pouvoir vous répondre sur les risques pour les lanceurs d'alerte et le cadre politique de cette loi qui pourrait ouvrir le champ à d'autres majorités politiques. À tout de suite sur Sud Radio. On reprend notre entretien avec le sénateur Loïc Hervé pour parler de la loi Sren et du délit d'outrage en ligne. À tout de suite. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve avec notre invité, le sénateur Loïc Hervé, sénateur UDI de Haute-Savoie, pour parler de la loi de sécurisation de l'espace numérique et de ce délit d'outrage en ligne. Alors, à l'instant, Philippe, notre auditeur, vous posait la question, monsieur le sénateur, du risque pour les lanceurs d'alerte qui seraient censurés par cette loi, et puis aussi du risque d'utilisation politique de cette loi pour une censure, finalement, de partis politiques ou de paroles politiques. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ce serait possible? Ou est-ce que la loi est si bien écrite que ça ne risque pas d'arriver? Et d'abord sur l'exemple pris par votre auditeur en parlant des lanceurs d'alerte et des vidéos qui sont reprises. Bon, pardon de le dire, mais c'est pas cette loi-là qui l'interdirait, c'est déjà interdit en réalité. Un certain nombre de contenus ne sont pas légaux, et leur rediffusion n'est pas légale, quand bien même on serait un lanceur d'alerte donc faut attention entre les intentions et le fait que le champ pénal est déjà en partie couvert par des interdictions. Je rappelle que le principe quand même, et la protection constitutionnelle, c'est la liberté d'expression. Donc ce qui est interdit est limité, volontairement limité à des choses qui, notamment, créent un dommage à autrui ou qui créent un dommage à la société. Et donc, ni les lanceurs d'alerte, ni les opinions politiques n'ont vocation à être couvertes par ce texte, pas plus qu'elles ne sont par d'autres textes. Donc, il s'agit bien de punir ce qui est déjà puni dans l'espace, dans la vie réelle, et qui constitue un certain nombre d'infractions délictuelles. Donc, évidemment, les officiers de police judiciaire, d'une part, comme les juges, d'autre part, seront tout à fait à même de qualifier les choses pour se rendre compte de manière... Quand ce sera aisément constatable, ça pourra être fait par un officier de police judiciaire. Si ça l'est moins, ça le sera de manière judiciaire. Mais encore une fois, on doit, sur ces sujets-là, apporter des solutions à nos concitoyens. Et moi, je pense surtout aux victimes. Parce que on parle beaucoup de ceux qui publient des contenus, de savoir si lanceurs d'alerte, opinion politique, etc. Mais c'est important, oui, quand même. Des victimes dans notre pays dont on parle très peu. Votre auditeur, il se positionne pas du tout du côté de la victime. Bah si, puisque les lanceurs d'alerte sont là pour dénoncer ce qui est arrivé aux victimes. Les lanceurs d'alerte, on les a déjà protégés par la loi. Ouais. Il y a quand même on a déjà légiféré sur les lanceurs d'alerte. Et je rappelle à votre auditeur qui m'accuse de macronisme, de gouvernement, je sais pas quoi. Je rappelle à votre auditeur que le gouvernement était contre cet amendement. Il l'a dit et redit, et donc c'est un amendement qui vient du Sénat, qui a été très largement voté au Sénat, au sein de la commission spéciale et en séance, et que c'est un amendement que j'ai eu de très nombreuses reprises l'occasion d'expliquer, notamment dans nos travaux parlementaires il y a quelques mois maintenant, et que sa robustesse juridique a été éprouvée. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Non, et le Conseil constitutionnel va passer dessus. Mais... juridique
et protecteur des libertés publiques. On l'espère, mais il y a quand même beaucoup qui se passe en ce moment sur le côté de la liberté de parole et sur les réseaux sociaux notamment. L'Arcom va aussi embaucher des signaleurs de confiance qui seront là pour dire qui dit les choses qui sont en dehors du cadre de la loi, etc. Est-ce que là, on risque pas de créer une milice privée du web, en plus des lois qui peuvent changer, pas des lois des États, mais des règlements de la communauté des plateformes? Est-ce que là, c'est pas une usine à gaz qui est en train de se mettre en place pour contraindre encore davantage la parole publique? Non, je crois que l'Arcom a montré dans ses différents avis ces dernières années, c'est une autorité administrative indépendante extrêmement sérieuse, d'ailleurs tellement sérieuse qu'on lui a confié la question notamment de la vérification de l'âge pour l'accès au contenu pornographique. C'est la grande avancée de ce texte de loi sur cette dimension d'accès des mineurs et notamment des enfants à la pornographie. Chaque fois, et Roch-Olivier Maistre, chaque fois qu'il prend la parole, montre que cette autorité-là, comme la CNIL d'ailleurs, sont des autorités qui défendent les libertés publiques plutôt qu'elles ne les atteignent. Donc je ne crois pas du tout à la constitution d'une milice, même si nous avons déjà dans les services de police et de gendarmerie des cyberpatrouilleurs qui font tout un tas de signalements, qui sont d'ailleurs trop peu nombreux face à l'ampleur de la tâche. Et bien sûr qu'on aura toujours un débat sur telle ou telle publication qui pourra être interprétée d'une manière ou d'une autre. Mais de manière massive, on voit bien que la plupart des injures et des outrages en ligne ne sont pas aujourd'hui combattus et condamnés. Donc il s'agit là d'apporter des garanties à ceux de nos concitoyens qui sont l'objet parfois de campagnes de dizaines, de centaines de messages. Et des garanties aussi de la liberté de parole, qui ne rentrent pas dans le cadre de la loi, comme vous le dites. Alors on a... je serai le premier à la défendre, vous savez. C'est quelque chose d'important, y compris dans notre société. On espère. Alors Julien de Créteil souhaitait réagir également. Bonjour Julien. Bonjour Alexis, bonjour à votre invité. Écoutez, moi j'écoute avec attention ce qui se dit. Très franchement, quand vous parlez des signaleurs de confiance, moi qui vais régulièrement en Chine, ça me fait pas vraiment... plaisir et ça me rassure pas vraiment, faut être tout à fait sincère. Quant aux lanceurs d'alerte, c'est la même chose, il y a quand même des risques de dérive. Il faut pas se raconter d'histoire aujourd'hui quand le régime Macron, parce que faut quand même nommer les choses, vous dit, je vous jure, il y a 2 ans, il y aura pas de passe sanitaire. Moi, j'ai tendance à ne pas les croire. Quand ils vous disent quelque chose, ils font exactement l'inverse. C'est comme ça. On peut être d'accord ou pas d'accord avec Macron. C'est un fait. Moi, je regarde les faits et depuis qu'il est aux manettes, depuis 2017, dans tous les domaines quasiment, c'est catastrophique. Alors pourquoi lui faire confiance aujourd'hui sur ces mesures qui sont quand même, il faut pas se raconter d'histoire. On a aujourd'hui un paysage audiovisuel français qui est complètement verrouillé, bâillonné pour effectivement plutôt servir le pouvoir en place. Et comme l'extrême centre, faut quand même dire les choses, ne maîtrise pas les réseaux sociaux, il faut mettre un coup effectivement de vis pour verrouiller l'opposition. Moi, j'ai juste envie de quand même dire une chose. Ces risques de brigade des réseaux sociaux, effectivement, c'est quand même un danger à la liberté d'expression et des lanceurs d'alerte. Et moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, d'ailleurs, vous l'avez dit, monsieur Roch-Olivier Maistre, pour ce qui est de l'Arcom, je suis désolé, ne fait pas respecter l'équité des temps de parole de certains partis politiques. Je pense notamment à l'UPR de François Asselineau. On est à 3 mois des campagnes des européennes et vous avez des partis politiques comme l'UPR qui ne sont jamais invités dans les médias. Est-ce que dans une démocratie, on voit ça? Moi, déjà, rien que de ce point de vue-là, ça me paraît quand même très inquiétant. S'il y avait une équité, une véritable équité, je vous dirais pourquoi pas, ne soyons pas fermés. Mais là, on est très loin de ce modèle parfait. Merci Julien. On va donner la parole à notre invité, le sénateur Loïc Hervé. Est-ce que vous entendez quand même cette inquiétude sur le risque de censure politique, notamment, on voit la contrainte qui s'abat sur les réseaux sociaux, dernier espace de liberté en quelque sorte face à des médias qui globalement décident de qui a la parole? Écoutez, je viens de répondre à l'instant à une invitation de Sud Radio. J'ai pas l'impression que ce soit la radio qui promeuve les thèses du président de la République de manière générale. Je sais que vous invitez tout un tas de personnes qui sont d'opinions différentes. Je rappelle à votre auditeur que cet amendement, je le redis une 3e fois, mais ça va mieux. C'est la pédagogie et l'art de la répétition. Cet amendement a été adopté contre l'avis du gouvernement. Absolument. Oui. Donc, encore une fois, imputer au président de la République des choses qu'il n'a pas proposées et me dire à moi qui fait voter ça et qu'il ait écrit que c'est inspiré par je ne sais quel
option politique d'extrême centre ou je ne sais quoi. Mais enfin, c'est pas sérieux. C'est faire offense d'ailleurs au travail. Non. La question c'est est-ce que vous sur ces questions-là. Est-ce que vous prenez quand même la mesure du risque politique général sur la manière dont les différentes sensibilités politiques s'expriment dans l'espace audiovisuel français soumis à l'Arcom, c'est-à-dire essentiellement la télévision et la radio. Bon, on pourrait avoir un débat, mais plus documenté que ce type de discussion que je vais qualifier d'informel, parce que ça demanderait qu'on aille regarder les chiffres. Je ne connais pas Monsieur Asselineau, je ne connais pas son parti, je le connais de nom, mais voilà, je ne sais pas le temps de parole dont ils ont disposé. Ouais. Donc vous voyez, c'est quand même, on peut pas parler de ça à la cantonade en considérant que c'est une généralité. Non, mais justement, il y aurait un problème. Là, le temps de parole est terminé. Merci, Monsieur Le Carré, mais c'est une bonne idée pour un rapport sénatorial, peut-être, de voir la réelle indépendance des médias, le temps de parole des politiques, et puis cette question quand même de la liberté de parole en ligne qui inquiète de nombreux concitoyens. Il faut la prendre en considération. Merci d'avoir été notre invité, Loïc Hervé, sénateur UDI de Haute-Savoie, pour parler de ce délit d'outrage en ligne. Dans un instant, c'est la culture dans tous ses états avec Céline Alonso et André Berkoff. Ils reçoivent Raphaël Baquet et Samuel Blumenfeld à 13h qui vont parler de la chute de Gérard Depardieu. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.